Fernanda signa les papiers du divorce pendant que ses beaux-parents l'humiliaient, la traitant de profiteuse et de ratée. Il riait en la voyant partir les mains vides. Mais il ne se doutait pas que, 48 heures plus tard, il découvrirait qui était réellement son père et le prix qu'il paierait pour cette humiliation. Le grand hall du manoir Carvalho n'avait jamais semblé aussi froid et effrayant. D'une main tremblante, Fernanda tenait le stylo en or qui allait promettre un point final à ses 5 années de mariage. Le document reposait sur la table impeccable en marbre italien, tandis que les regards condamnateurs de Béatrice et Eduardo Carvalho lui transperçaient dans l'âme comme des couteaux aiguisés. « Nous arrivons enfin au terme de cette farce », déclara Béatrice. La belle-mère, aux cheveux argentés parfaitement coiffés, ajusta les perles à son cou en affichant un sourire venimeux. « J'ai toujours su que tu n'étais qu'une opportuniste qui n'en voulait qu'à l'argent de notre famille. » Fernanda ravala sa salive, tentant de garder sa dignité, tandis qu'Eduardo, son beau-père, secouait la tête avec mépris. « Des années gâchées, » murmura-t-il en tambourinant des doigts sur la table. « Des années à te regarder essayer de t'intégrer dans un monde qui n'est visiblement pas le tien. » De l'autre côté de la table, Ricardo, son désormais ex-mari, évitait totalement son regard. L'homme qui avait juré autrefois de l'aimer pour toujours semblait désormais être un étranger, acquiesçant silencieusement à chaque mot cruel de ses parents. Fernanda sentit son cœur se briser une nouvelle fois en réalisant qu'il ne ferait rien pour la défendre, même en ce dernier instant. « S'il vous plaît », tenta faiblement d'objecter Ricardo, mais sans aucune conviction réelle dans la voix. « Nous n'avons pas besoin de rendre cela plus difficile que ça ne l'est déjà. » « Plus difficile ?» Béatrice rit amèrement. « La seule chose difficile a été de supporter cette gamine toutes ces années, en faisant semblant qu'elle appartenait à notre famille. Pensais-tu vraiment pouvoir tromper tout le monde éternellement ?» Fernanda ferma les yeux un instant, inspirant profondément pour empêcher les larmes de couler. Elle avait grandi dans un quartier modeste, fille d'une couturière travailleuse. Lorsqu'elle avait rencontré Ricardo à l'université, elle n'avait jamais imaginé que son amour serait constamment remis en question à cause de ses origines modestes. Dans les premiers mois de leur relation, il semblait fasciné par sa simplicité et sa sincérité, des qualités qui étaient désormais devenues pour lui une source de honte. « Je n'ai jamais menti sur qui je suis », dit Fernanda d'une voix tremblante mais ferme. « J'ai toujours été honnête concernant ma famille et mes origines. » « Honnête ?» Eduardo frappa du poing sur la table, faisant teinter les verres en cristal. « L'honnêteté aurait été de rester loin de notre fils dès le début. Tu savais pertinemment que tu ne pouvais rien offrir d'autre que des problèmes et la honte sociale. » Les mots frappèrent en Fernanda comme un coup de poing dans le ventre. Pendant des années, elle avait essayé de prouver qu'elle était digne de cette famille. Travaillant sans relâche à sa carrière d'enseignante, toujours polie et respectueuse, même lorsqu'elle recevait des commentaires malveillants sur ses vêtements simples ou son manque de connaissances en grands vins et voyages internationaux. Tu te souviens quand tu es apparu à ce dîner important avec le ministre dans une robe qui venait clairement d'un magasin ordinaire, rit cruellement Béatrice en se tournant vers Ricardo. Quelle honte nous avons ressentie ce soir-là. Tout le monde a remarqué qu'elle n'appartenait pas à ce milieu. Fernanda sentit ses joues brûler d'humiliation au souvenir de cette horrible soirée. Elle avait économisé pendant des mois pour s'acheter une robe décente, mais même cela n'avait pas suffi pour répondre aux normes impossibles de cette famille. Les autres épouses portaient des bijoux qui valaient même plus que son salaire annuel, et elle s'était sentie comme une usurpatrice toute la soirée. Et la fois où elle a amené sa mère à l'anniversaire de grand-mère, poursuivit Eduardo, secouant la tête avec dégoût. Une simple couturière essayant de parler avec des hommes d'affaires et des politiciens. C'était gênant pour tous les présents. Les larmes commencèrent enfin à rouler sur le visage de Fernanda. Sa mère, Lucia, était une femme travailleuse et honnête qui avait élevé sa fille seule, avec beaucoup d'amour et de sacrifice. Voir la mémoire de sa mère souillée avec autant d'irrespect était plus douloureux que n'importe quelle attaque personnelle. « Ta mère a toujours semblé tellement déplacée », ajouta Béatrice avec une fausse compassion. « La pauvre, essayant de comprendre nos conversations sur l'art et la culture. C'était presque tragicomique de la voir tenir une coupe de champagne comme si c'était un objet extraterrestre. » « Ma mère est une femme digne, » murmura Fernanda, la voix brisée par l'émotion. « Elle n'a peut-être pas d'argent, mais elle a plus de dignité dans le petit doigt que vous n'en aurez jamais en toute une vie. La dignité ne paie pas les factures et ne maintient pas le statut social, » répondit froidement Béatrice. « Et cela ne qualifie certainement personne pour faire partie de la famille Carvalho. Nous sommes reconnaissants que tu aies enfin admis cela et décidé de nous libérer de cette situation embarrassante. » Ricardo leva enfin les yeux, mais au lieu de la défendre, il poussa simplement les documents vers Fernanda. « Finissons-en, » murmura-t-il en évitant de la regarder directement. « Nous avons déjà causé assez de souffrance à tout le monde.
De la souffrance ? Fernanda ne put retenir l'amertume dans sa voix. La seule souffrance ici a été la mienne, à essayer d'être acceptée par des gens qui m'ont jugé avant même de me connaître. Ne sois pas dramatique, dit Eduardo en consultant sa montre de luxe. Tu as eu 5 ans de vie dans un confort que tu n'aurais jamais eu dans ta condition initiale. Tu devrais être reconnaissante pour cette expérience. La cruauté désinvolte de cette remarque laissa Fernanda sans voix. Pour eux, sa douleur et son humiliation n'étaient que des désagréments mineurs, des obstacles qui étaient enfin retirés de leur vie privilégiée. Fernanda regarda l'homme qu'elle avait aimé de toutes les forces de son jeune cœur. Elle se souvint des premières rencontres à la bibliothèque de l'université, quand Ricardo semblait sincèrement intéressé par ses opinions sur la littérature et la philosophie. Il disait admirer sa simplicité et sa sincérité, des qualités qui, maintenant, semblaient être exactement ce qu'il méprisait le plus chez elle. « Tu es vraiment d'accord avec tout ça ?» demanda-t-elle. Sa voix dépassait à peine le murmure. « Après tout ce que nous avons vécu ensemble ?» Ricardo hésita un instant, et pendant une seconde, Fernanda vit une lueur de l'homme qu'elle avait connu à l'université. Mais ensuite il regarda ses parents et le masque froid revint sur son visage. « Je pense que c'est mieux pour nous tous, dit-il. Les mots sonnaient ras, répétés et vides. D'une main tremblante, Fernanda prit le stylo et signa son nom sur les documents. Chaque lettre semblait arracher un morceau de son âme, mais elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ce mariage était terminé bien avant le divorce formel, tué par les humiliations constantes et la lâcheté d'un mari qui n'avait jamais eu le courage de choisir entre elle et l'approbation de ses parents. « C'est fait, dit-elle en repoussant les documents. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. » Enfin, soupira Eduardo, récupérant les documents avec une satisfaction évidente. Maintenant, Ricardo peut trouver une épouse convenable, quelqu'un qui appartient vraiment à notre cercle social. Béatrice sourit avec méchanceté, les yeux brillants de triomphe. Nous avons déjà quelques candidates en vue. La fille du sénateur Monteiro serait parfaite, et la jeune héritière de la famille Albuquerque a aussi montré de l'intérêt. Des femmes de véritable classe et d'éducation raffinée, des femmes qui connaissent leur place dans le monde, ajouta Eduardo, jetant un dernier regard méprisant à Fernanda. Contrairement à certaines personnes qui s'obstinent à essayer de s'élever au-dessus de leurs conditions naturelles. Fernanda ressentit une dernière pointe de douleur en réalisant qu'il planifiait déjà l'avenir de Ricardo avant même que l'encre ne soit sèche sur les papiers du divorce. Elle se leva lentement, prit son sac simple et se dirigea vers la porte. Chaque pas résonnait dans le lourd silence du hall. « Fernanda » appela Ricardo alors qu'elle était presque sortie. Elle se retourna, espérant peut-être un dernier mot de tendresse ou au moins des excuses, mais tout ce qu'elle vit, ce furent les yeux froids d'un inconnu. « Laisse les clés de la maison sur la petite table dans l'entrée, » dit-il simplement. Sans dire un mot, Fernanda sortit les clés de sa poche et les posa sur le meuble ancien dans l'entrée du manoir. Ces clés représentaient 5 années de tentatives infructueuses pour appartenir à un monde qui ne l'accepterait jamais vraiment. Dehors, la pluie commençait à tomber, comme si le ciel lui-même partageait sa tristesse. Fernanda marcha le long de la rue élégante où elle ne s'était jamais sentie chez elle, ne portant qu'une petite valise avec quelques affaires et la certitude qu'elle devait reconstruire sa vie à zéro. Pendant ce temps, à l'intérieur du manoir, les Carvalho célébraient leur victoire, ignorant totalement qu'ils venaient de commettre la plus grande erreur de leur vie. Ils n'avaient aucune idée de qui était réellement Fernanda, ni des conséquences que leurs actions cruelles auraient dans un futur très proche. La tempête à venir serait bien plus grande que cette pluie qui mouillait les rues cette nuit-là. Et quand la vérité éclaterait enfin, les Carvalho découvriraient qu'ils avaient sérieusement sous-estimé la femme qu'ils venaient de chasser de leur vie. La pluie continuait de tomber lorsque Fernanda atteignit le petit appartement qu'elle avait loué en périphérie de la ville. Le contraste était saisissant, des allées bordées d'arbres et des manoirs majestueux, du quartier noble au simple immeuble de 3 étages, aux murs écaillés et aux escaliers qui grinçaient à chaque pas. Mais pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression d'être dans un endroit où elle pouvait respirer sans jugement. L'appartement de 2 pièces était vide, à l'exception d'un lit prêté par une voisine, d'une table en plastique et de 2 chaises qu'elle avait achetées dans un magasin d'occasion. Fernanda s'assit sur le lit et laissa enfin couler librement les larmes retenues pendant l'humiliation au manoir. Elle pleura sa jeunesse perdue, gâchée à essayer de plaire à des gens qui ne la respecteraient tant jamais, ses rêves brisés et la trahison de l'homme qui lui avait juré fidélité. Durant la première semaine, Fernanda put à peine sortir du lit. La dépression semblait être un lourd nuage au-dessus de sa tête,
Même les tâches les plus simples semblaient en être des montagnes infranchissables. Elle revivait constamment les mots cruels des Carvalho, se demandant si, peut-être, ils avaient raison de dire qu'elle n'appartenait pas à ce monde. Ce fut le manque d'argent qui la força finalement à agir. Ses petites économies s'épuisèrent rapidement à cause du loyer et des dépenses de base. Pendant son mariage, elle avait quitté son emploi d'enseignante pour se consacrer entièrement à son rôle d'épouse, une décision qui s'avérait maintenant dévastatrice. Son compte bancaire était presque vide et l'orgueil ne paierait pas le loyer. Après plusieurs jours à rassembler son courage, Fernanda sortit enfin de l'appartement à la recherche d'un emploi. Elle visita plusieurs écoles privées, mais reçut toujours le même refus poli. « Nous conserverons votre CV et vous contacterons. » Elle soupçonnait que son ancien nom de famille, Carvalho, nuisait à ses chances. La haute société était un petit cercle, et la nouvelle de son divorce s'était probablement déjà répandue. Le premier arrêt qui mena à quelque chose de positif fut l'école publique Dom Pedro, une institution modeste dans le quartier où elle vivait désormais. La directrice, une femme d'âge moyen nommée professeur Elena, l'accueillit avec un sourire chaleureux qui contrastait fortement avec les regards froids auxquels elle était habituée. « Vos références sont excellentes », dit Elena en parcourant le CV de Fernanda. Diplôme de la faculté de philologie de l'Université fédérale, spécialisation en littérature brésilienne, expérience précédente confirmée, mais dites-moi, pourquoi une personne avec vos qualifications veut-elle travailler ici ? Je ne vais pas mentir, le salaire est bas et les problèmes sont légion. Fernanda prit une profonde inspiration, choisissant soigneusement ses mots. Parce que je crois que l'éducation peut changer des vies, quel que soit l'endroit où elle est pratiquée. En fait, c'est peut-être ici qu'elle est le plus nécessaire. Elena sourit, reconnaissant la sincérité dans les mots de la candidate. « Alors bienvenue dans notre famille. Vous commencerez la semaine prochaine avec les classes du lycée du soir. Des élèves qui travaillaient toute la journée et arrivaient épuisés au cours du soir, un manque de ressources de base, une bibliothèque obsolète. Mais il y avait aussi ce que Fernanda n'avait pas ressenti depuis des années, un but. Quelques semaines plus tard, lorsqu'elle se sentit enfin assez stable pour gérer de plus grandes émotions, Fernanda décida de rendre visite à sa mère. Dans les derniers mois de son mariage, elle avait évité Lucia par honte des humiliations constantes qu'elle subissait. Elle ne pouvait supporter l'idée de voir l'inquiétude dans les yeux de sa mère ou d'admettre que, peut-être, les Carvalho avaient raison de dire qu'elle n'appartenait pas à ce monde. Lucia vivait dans une maison simple, dans le quartier où Fernanda avait grandi. L'endroit, plein de souvenirs chaleureux, semblait désormais être un refuge sûr. La petite maison avec son jardin de plantes médicinales et la vieille machine à coudre dans le salon représentaient tout ce que Fernanda avait essayé de laisser derrière elle en épousant Ricardo. « Ma fille », dit Lucia en ouvrant les bras pour l'accueillir. La femme aux cheveux gris et aux mains calleuses, à force de travaux de couture, comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas du tout. « Que s'est-il passé ? Tu as l'air différente. Tu as maigri, tu as des cernes sous les yeux. » Fernanda s'effondra dans les bras de sa mère, racontant tout sur le divorce, les humiliations constantes et la cruelle indifférence de Ricardo. Lucia écouta en silence, caressant les cheveux de sa fille comme elle le faisait quand celle-ci était enfant et rentrait de l'école, blessée par un commentaire méchant de ses camarades sur le fait de grandir sans père. « J'ai toujours su que cette famille n'était pas faite pour toi, » murmura Lucia d'une voix pleine de tristesse. « Mais tu semblais si heureuse au début, si amoureuse que je n'ai pas eu le courage de dire quoi que ce soit. » « Maman, peut-être qu'ils avaient raison, » avoua Fernanda, et les larmes recommencèrent à couler. « Peut-être que je n'appartenais vraiment pas à ce monde. Peut-être que j'ai été naïve de croire que l'amour suffirait. »« Ne dis pas ça. » Lucia prit fermement le visage de sa fille entre ses mains. « Tu es une femme extraordinaire, intelligente, bonne. S'ils n'ont pas pu voir cela, c'est leur perte, pas la tienne. Tu sais, Fernanda, » dit Lucia après un long silence, « j'ai toujours regretté de ne pas t'avoir dit toute la vérité sur ton père. Je pensais te protéger, mais c'était peut-être de l'égoïsme de ma part. » Fernanda leva la tête, surprise par cette mention soudaine de son père, qui avait toujours été un mystère dans sa vie. Durant toute son enfance, Lucia avait évité le sujet, disant seulement qu'il était parti en apprenant la grossesse. « Maman, pas besoin de parler de ça maintenant. Je sais que c'est douloureux pour toi. »« Non, ma fille, tu as le droit de savoir, surtout maintenant que tu traverses cela. » Lucia se leva et se dirigea vers un vieux coffre au coin de la pièce, d'où elle sortit une boîte à chaussures jaunie par le temps. « Ton père n'était pas juste un homme ordinaire qui m'a abandonnée en apprenant que j'étais enceinte. » Avec des mains prudentes, Lucia ouvrit la boîte, révélant des photos, des lettres et des documents que Fernanda n'avait jamais vus.
Sur la première photo, sa mère paraissait jeune et radieuse, aux côtés d'un grand homme à l'allure élégante et aux yeux doux qui rappelaient étrangement ceux de Fernanda. Il s'appelait Roberto Montenegro, poursuivit Lucia d'une voix chargée d'émotion. C'était un ingénieur, issu d'une famille traditionnelle, mais il est tombé amoureux d'une simple couturière lorsqu'il est venu réparer des machines dans l'atelier où je travaillais. Fernanda prit l'une des photos d'une main tremblante. L'homme sur l'image dégageait confiance et détermination. Il portait un costume bien coupé et souriait ouvertement à la caméra. « Pourquoi vous êtes-vous séparés ? Pourquoi ne m'a-t-il jamais cherché ? » « Parce qu'il est mort, ma fille, » murmura Lucia, et des larmes roulèrent sur son visage ridé. « Mort dans un accident de voiture quand tu n'avais que 2 ans. Mais avant cela, pendant le temps que nous avons été ensemble, il me parlait de ses rêves, de ses projets. Roberto n'était pas juste un ingénieur ordinaire. Fernanda, c'était un visionnaire. Il parlait de créer des entreprises, de changer le monde grâce à la technologie. Fernanda feuilleta les lettres, à l'écriture élégante, où Roberto écrivait sur ses plans d'affaires, ses idées innovantes et, surtout, sur l'amour qu'il éprouvait pour Lucia et leur petite fille. Dans l'une des lettres les plus touchantes, il écrivait qu'il voulait offrir à sa famille une vie digne et prospère, qu'il travaillerait sans relâche pour garantir que sa fille ait toutes les opportunités qu'il avait eues lui-même. Après sa mort, sa famille m'a pratiquement ignoré, continua Lucia la voix tremblante. C'étaient des gens importants, riches, et moi je n'étais qu'une couturière avec une petite fille. Ils ont offert de l'argent pour que je disparaisse avec toi, mais j'ai refusé. Je voulais t'élever avec dignité, même si c'était difficile. Maman, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ça ? Fernanda serra la main de sa mère, ressentant un mélange de tristesse pour la perte d'un père qu'elle n'avait jamais vraiment connu, et de colère d'avoir grandi sans connaître sa véritable origine. Parce que j'avais peur que tu te sentes rejeté par eux, comme je me suis senti, et aussi parce que... Lucia hésita, regardant une lettre spécifique au fond de la boîte. Parce que Roberto a laissé quelque chose pour toi, quelque chose que je n'ai jamais su comment te remettre. Lucia prit une enveloppe scellée portant l'inscription « À ma fille Fernanda », écrite de l'écriture élégante de Roberto. Il a écrit ceci peu de temps avant l'accident. Il a dit que cela devait être remis quand tu serais grande. Mais quand le moment est venu, tu étais si heureuse à l'université, amoureuse de Ricardo, que je ne voulais pas apporter de tristesse dans ta vie. Les doigts peau tremblants, Fernanda ouvrit l'enveloppe et trouva une lettre de plusieurs pages, ainsi que certains documents qu'elle ne put comprendre entièrement sur le moment. La lettre commençait par des mots tendres d'un père à sa fille, mais passait rapidement à quelque chose de bien plus complexe. « Ma chère Fernanda », lut-elle à haute voix. Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas pu être présent pour te guider dans la vie, comme je le rêvais. Mais je veux que tu saches que tu portes en toi non seulement mon amour, mais aussi un héritage qui peut changer non seulement ta vie, mais aussi celle de nombreuses autres personnes. Cette nuit-là, Fernanda retourna dans son petit appartement, l'esprit bouleversé. Les lettres de Roberto, les documents juridiques et la révélation majeure sur qui était réellement son père changeaient dans tout. Pour la première fois depuis le divorce, elle sentait que quelque chose de plus grand l'attendait, un but qui dépassait sa douleur personnelle. Le lendemain matin apporta une clarté que Fernanda n'avait pas ressentie depuis des années. Pour la première fois après le divorce, elle se réveilla avec un objectif précis. Les lettres de Roberto étaient encore éparpillées sur la table en plastique, comme les pièces d'un puzzle qui commençait enfin à prendre sens. Elle savait qu'elle devait vérifier la véracité de tout ce qu'elle avait appris, mais une partie d'elle sentait déjà que sa vie était sur le point de prendre une toute nouvelle direction. La lettre de Roberto mentionnait le cabinet d'avocats Montenegro et Associés, qui gérerait tout héritage laissé à son intention. Une recherche rapide sur Internet révéla qu'il s'agissait de l'un des cabinets les plus respectés de la ville, spécialisé en droit des affaires et en propriété intellectuelle. L'adresse se trouvait dans le centre financier, dans l'un des immeubles les plus modernes du quartier. Fernanda choisit sa tenue la plus formelle, une simple robe bleu marine qu'elle portait lors des rares occasions où la famille Carvalho l'emmenait à des événements mondains. Ironiquement, c'était l'une des pièces que Béatrice critiquait, la qualifiant d'inappropriée pour « notre milieu ». Maintenant, en portant cette même robe, Fernanda se sentait plus forte et plus sûre d'elle qu'elle ne l'avait jamais été dans les tenues coûteuses que Ricardo insistait pour lui acheter. Le cabinet Montenegro et Associés occupait 3 étages entiers du bâtiment commercial central. La réception était élégante mais accueillante, avec un mobilier moderne et une décoration qui transmettait du sérieux sans être intimidante. Fernanda s'approcha de la réceptionniste, une jeune femme aimable qui l'accueillit avec un sourire sincère. « Bonjour, je voudrais parler à quelqu'un concernant des questions liées à Roberto Montenegro », dit Fernanda, essayant de garder une voix ferme malgré sa nervosité. Les yeux de la réceptionniste s'illuminèrent immédiatement. «
Bien sûr, le docteur Augusto Montenegro est disponible. Est-ce au sujet du trust familial ? Fernanda hocha la tête, surprise par la facilité avec laquelle le sujet avait été reconnu. Quelques minutes plus tard, elle fut conduite dans un bureau spacieux au dernier étage, où un homme d'une 50aine d'années l'attendait derrière un bureau imposant. Le docteur Augusto était grand, avec des cheveux gris soignés et des yeux bienveillants qui rappelaient étrangement ceux de Roberto sur les photos. « Fernanda Montenegro », prononça-t-il en se levant pour l'accueillir. « Après toutes ces années, nous nous rencontrons enfin. Je suis Augusto Montenegro, le frère cadet de votre père. » Cette révélation frappa Fernanda comme la foudre. Elle avait un oncle. Toute sa vie, elle avait pensé ne pas avoir de famille du côté paternel. Et maintenant, elle apprenait que Roberto avait un frère qui, apparemment, attendait ce moment depuis des décennies. « Oncle Augusto », murmura-t-elle. Sa voix tremblait d'émotion. « Je ne savais pas. Maman ne m'a jamais dit que j'avais de la famille. » « Votre mère a fait ce qu'elle pensait être le mieux à l'époque, dit doucement Augusto, l'invitant d'un geste à s'asseoir. Après l'accident, notre famille Brun n'a pas su gérer la situation. Nos parents, vos grands-parents, étaient des gens traditionnels qui avaient du mal à accepter la relation de Roberto avec Lucia. C'était injuste et cruel, je l'admets. Fernanda ressentit un mélange de tristesse et de colère en apprenant qu'elle avait perdu des années de relations familiales à cause de préjugés qui ressemblaient exactement à ce qu'elle avait vécu avec la famille Carvalho. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais cherché directement ? Nous avons essayé plusieurs fois au fil des ans, expliqua Augusto en ouvrant un épais dossier sur le bureau. Mais votre mère nous a toujours repoussés, et nous avons respecté sa décision. Nous comprenions qu'elle vous protégeait, surtout après la façon dont notre famille avait initialement réagi à l'annonce de la grossesse. » Augusto feuilleta quelques documents et trouva une photo où Roberto paraissait plus jeune, entouré d'une grande famille. « Votre père était spécial, Fernanda. Brillant, visionnaire, mais surtout bon. Il parlait constamment de vous dans les mois précédant l'accident, de la façon dont il voulait créer un avenir meilleur pour sa fille. La lettre mentionnait des brevets et un trust, dit Fernanda, essayant de se concentrer sur les aspects pratiques malgré l'émotion. Cela existe-t-il vraiment ? Le sourire d'Augusto s'élargit. Cela existe, et c'est bien plus important que ce que Roberto imaginait lorsqu'il l'a créé. Votre père a déposé 17 brevets liés au système de communication numérique et de traitement des données. À l'époque, ces idées semblaient trop avant-gardistes, mais avec le développement d'Internet et des smartphones, ces brevets sont devenus extrêmement précieux. Augusto ouvrit son ordinateur portable et montra une série de tableaux et de graphiques qui stupéfièrent dans Fernanda. Les entreprises qui utilisent ces technologies partent des redevances mensuelles qui se sont accumulées toutes ces années. De plus, la petite entreprise Techinovision, fondée par Roberto, a connu une croissance exponentielle sous une gestion professionnelle. Les chiffres à l'écran étaient difficiles à appréhender. Fernanda avait toujours pensé en termes de centaines, ou, au maximum, de milliers de réaux. Maintenant, elle regardait des sommes avec de nombreux zéros, des valeurs qui changeraient non seulement sa vie, mais aussi celle de centaines d'autres personnes. « Combien ? Combien est disponible actuellement ?» demanda-t-elle d'une voix qui dépassait à peine le murmure. Le trust actuel, incluant les investissements, les redevances accumulées et les portefeuilles d'actions, s'élève exactement à 87 millions de réaux, répondit Augusto calmement, comme s'il parlait de la météo. Et ce montant continue de croître chaque mois grâce aux redevances en cours. Fernanda eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. 87 millions de réaux. C'était une somme si absurde que son esprit avait du mal à la traiter. Pendant des années, voir ce terrain, elle s'était inquiétée pour les factures d'électricité et la nourriture. Elle avait été humiliée pour avoir porté des robes de magasin ordinaires. Et pendant tout ce temps, elle possédait une fortune qui ferait même reconsidérer la notion de richesse à la famille Carvalho. « Y a-t-il des conditions pour accéder à ces fonds ?» demanda-t-elle lorsqu'elle retrouva enfin la parole. « Votre père a établi quelques règles simples, expliqua Augusto en consultant un autre document. Premièrement, vous ne deviez être informé de l'héritage que lorsque vous seriez assez mûr pour le gérer de manière responsable. Deuxièmement, une partie des fonds doit être dirigée vers des projets éducatifs et sociaux. Et troisièmement, vous devez comprendre que cette richesse s'accompagne d'une responsabilité, poursuivre l'héritage d'innovation et de bonté de Roberto. » Fernanda hocha lentement la tête. Les mots de son père dans la lettre résonnaient dans son esprit. Il avait prévu qu'elle utiliserait les fonds pour changer le monde en mieux. Et maintenant, elle comprenait que ce n'était pas seulement une suggestion, mais une responsabilité qui venait avec l'héritage. « Y a-t-il autre chose que je devrais savoir sur la situation financière ?» demanda-t-elle, pressentant de nouvelles révélations. Augusto hésita un instant, puis prit un autre document dans le dossier. « En fait, oui.
En raison de la croissance des redevances et des investissements stratégiques que Roberto a fait avant sa mort, vous êtes devenue une actionnaire importante de plusieurs entreprises technologiques. L'une d'elles, qui pourrait vous intéresser, est Carvalho Importações. Le nom frappa Fernanda comme un coup de poing dans l'estomac. L'entreprise de la famille de mon ex-mari ? Exactement. Ironiquement, Roberto a investi dans l'entreprise il y a des décennies, quand ce n'était qu'un petit importateur d'équipements industriels. Avec le temps, grâce aux intérêts composés, votre part a considérablement augmenté. Aujourd'hui, vous possédez exactement 35% des actions de l'entreprise. Fernanda dut s'appuyer sur le bureau pour ne pas tomber de sa chaise. L'ironie était si absurde qu'elle semblait presque être une plaisanterie du destin. Les Carvalho, qui l'avaient enchâssée de leur vie en la considérant comme une pauvre intéressée, allaient en bientôt apprendre qu'elle était littéralement l'une des propriétaires principales de leur entreprise familiale. « Le savent-ils » demanda-t-elle. Son esprit traitait fébrilement toutes les conséquences. « Pas encore », répondit Augusto avec un sourire à peine perceptible. « Les actions sont enregistrées au nom du Trust Monténégro, donc le lien avec vous n'est pas immédiatement évident pour ceux qui n'enquêtent pas spécifiquement. Mais maintenant que vous avez accès à l'héritage, cette information deviendra publique via l'audit fiscal obligatoire qui a lieu chaque année. » « Quand aura lieu cet audit ?» demanda Fernanda, ressentant un mélange de nervosité et de curiosité quant à la réaction des Carvalho. « La semaine prochaine. Leur comptable remarquera certainement les changements dans la structure de l'actionnariat et sera obligé d'informer la famille de la nouvelle situation, expliqua Augusto, observant les expressions contradictoires sur le visage de sa nièce. Fernanda ferma les yeux, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. En quelques heures, elle avait appris qu'elle avait un oncle aimant, une fortune astronomique et un paquet d'actions dans l'entreprise de la famille qu'il avait rejetée. C'était comme si l'univers réorganisait toutes les pièces de sa vie de manière totalement inattendue. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle en ouvrant les yeux et en croisant le regard compréhensif d'Augusto. « Maintenant, ma chère nièce, c'est vous qui décidez comment vous voulez utiliser cet héritage, » dit Augusto d'une voix pleine de tendresse. Votre père croyait que vous feriez des choix sages, et je partage cette certitude. Mais avant de prendre des décisions financières importantes, que diriez-vous de déjeuner ensemble ? J'ai tant d'histoires sur Roberto, et je veux mieux connaître la femme extraordinaire que vous êtes devenue. Ce jour-là, Fernanda entendit des histoires sur un père qui aimait profondément, sur une famille qui voulait maintenant rattraper le temps perdu, et sur un héritage qui apportait à la fois des opportunités et des responsabilités. Elle apprit qu'elle avait des cousins, des tantes et une riche histoire familiale dont elle avait été privée toute sa vie. Roberto était brillant mais humble, racontait Augusto les larmes aux yeux. Il se souciait toujours d'utiliser son intelligence pour aider les autres. Il disait que la véritable mesure du succès n'est pas l'argent accumulé, mais combien de vies tu as pu améliorer. En rentrant chez elle, Fernanda pensait aux Carvalho et au choc qu'ils auraient en apprenant la vérité, mais, curieusement, elle ne ressentait aucun désir de vengeance. Elle éprouvait une profonde gratitude d'avoir découvert qui elle était vraiment, et une détermination croissante à honorer la mémoire de Roberto par ses actions futures. La vie allait changer radicalement, et cette fois, c'est elle qui contrôlerait le récit. Mais d'abord, elle avait une école à révolutionner et des élèves à inspirer. Les jours suivants furent comme vivre dans un rêve étrange, où la réalité se mêlait à des possibilités infinies. Fernanda continua d'enseigner à l'école publique Dom Pedro, mais maintenant chaque conversation avec les élèves sur le dépassement de soi et la dignité prenait un autre poids. Elle savait que bientôt, elle pourrait changer non seulement sa vie, mais aussi celle de centaines de personnes autour d'elle. La nuit, dans son petit appartement, Fernanda planifiait soigneusement les prochaines étapes. La découverte de l'héritage avait apporté une immense responsabilité et elle voulait honorer la mémoire de son père en faisant des choix qui comptaient vraiment. Les mots de Roberto résonnaient constamment dans son esprit. Utiliser les fonds pour changer le monde en mieux. Sa première décision fut de créer un projet éducatif complet pour l'école où elle travaillait. Elle discuta longuement avec l'enseignante Elena des besoins les plus urgents. Un laboratoire informatique moderne, une bibliothèque rénovée avec des livres papier et numériques, des bourses pour les élèves les plus nécessiteux, un programme de soutien scolaire et même l'amélioration des infrastructures de base. C'était un début modeste compte tenu des fonds disponibles, mais Fernanda voulait commencer avec prudence et responsabilité. « Fernanda, puis-je te poser une question personnelle ?» demanda Elena lors d'une des discussions sur le projet. « D'où vient cette soudaine disponibilité de fonds ? Non pas que je me plaigne, au contraire, mais il est inhabituel de recevoir un financement aussi important pour des projets éducatifs. » Fernanda sourit, choisissant soigneusement ses mots. « J'ai reçu un héritage familial que je n'attendais pas.
Mon père est mort quand j'étais très jeune, mais il a laissé des investissements qui ont considérablement fructifié avec le temps. Maintenant, je peux enfin utiliser ces fonds comme il l'aurait voulu, en investissant dans l'éducation. » « Quel homme visionnaire votre père devait être », commenta Helena avec admiration. Laisser un héritage spécifiquement pour des projets éducatifs démontre un souci sincère pour l'avenir de la société. Pendant ce temps, dans le bureau luxueux de Carvalho Importações, une réunion d'urgence avait lieu. Comme Augusto l'avait prédit, l'audit fiscal annuel avait révélé des changements importants dans la structure de l'actionnariat de l'entreprise et le comptable responsable avait convoqué une réunion urgente avec la famille. Eduardo Carvalho, le patriarche de la famille, faisait les 100 pas nerveusement dans la pièce, tandis que le docteur Mateus Ribeiro, l'avocat de la famille, et le comptable Paulo Mendes expliquaient la situation que personne n'avait prévue. « Comment ça ? 35% des actions de l'entreprise appartiennent à un trust ?» rugit Eduardo en frappant du poing sur la table en acajou. « C'est impossible. Notre famille contrôle cette entreprise depuis des générations. » Le docteur Ribeiro ajusta nerveusement ses lunettes. « Monsieur Carvalho, les documents sont tout à fait légaux. Roberto Montenegro a fait des investissements stratégiques dans l'entreprise dans les années 80, lorsque vous aviez un besoin urgent de capital pour l'expansion internationale. À l'époque, cela semblait n'être qu'un petit investissement, mais avec la croissance de l'entreprise et les intérêts composés, cette part est devenue substantielle. » Paulo Mendes, le comptable, ouvrit une série de tableaux détaillés. L'investissement initial n'était que de 200 000 réaux, mais il a été structuré très intelligemment, avec des clauses sur la croissance proportionnelle des bénéfices de l'entreprise. Au fil des décennies, cette part a crû de manière exponentielle. Béatrice, assise élégamment dans un fauteuil en cuir, pâlit. Mais qui est ce Roberto Montenegro ? Pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de lui avant cet audit ? D'après les dossiers que j'ai pu trouver, c'était un ingénieur spécialisé dans les technologies industrielles, décédé dans un accident il y a de nombreuses années, expliqua le docteur Ribeiro en consultant ses papiers. Apparemment, il a fait plusieurs investissements stratégiques dans des entreprises prometteuses de l'époque, mais les droits sur ces actions ont été transférés à son héritière via un trust qui est resté inactif jusqu'à récemment. Ricardo, qui était resté silencieux jusqu'à présent, regardant par la fenêtre, leva la tête avec une expression perplexe. « Comment s'appelle l'héritière » Le docteur Ribeiro hésita un instant, vérifiant une fois de plus les documents avant de répondre. « Fernanda Montenegro, qui a conservé son nom de jeune fille dans les registres du trust, bien qu'elle fût connue sous le nom de Fernanda Carvalho pendant son mariage. » Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Eduardo se figea comme s'il avait heurté un mur invisible. Béatrice laissa tomber la tasse en porcelaine qu'elle tenait, et celle-ci se brisa avec un bruit strident sur le sol en marbre. Ricardo devint blanc comme un linge. L'ironie de la situation était si absurde que personne ne pouvait la saisir immédiatement. « Vous dites que notre ex-belle-fille, » dit lentement Eduardo, la voix tremblante d'incrédulité. « Cette même femme que nous avons chassée de la maison en la considérant comme une pauvre intéressée, possède en réalité un plus gros paquet d'actions de notre entreprise que n'importe lequel d'entre nous, individuellement ?» « C'est exactement cela, » confirma le docteur Ribeiro, remarquant le malaise croissant dans la pièce. « Et il y a une information supplémentaire qui rend la situation encore plus complexe. » Paulo Mendes poursuivit l'explication en consultant d'autres documents. Fernanda Montenegro est l'héritière d'une fortune considérable, incluant des brevets technologiques qui génèrent des millions de redevances chaque mois. D'après les informations auxquelles nous avons pu accéder, la fortune totale est estimée à 87 millions de réaux. On dut aider Béatrice à se rasseoir pendant qu'elle essayait de réaliser qu'elle avait humilié pendant des années une femme qui, ironiquement, était beaucoup plus riche que toute leur famille réunie. « 97 millions » murmura-t-elle presque inaudiblement. « Et ce montant continue de croître grâce aux redevances automatiques et aux investissements diversifiés », ajouta le comptable, montrant des graphiques de croissance qui stupéfièrent tout le monde. Ricardo se leva brusquement et s'approcha de la fenêtre avec vue sur la ville. Pendant des années, il avait laissé ses parents humilier Fernanda, acceptant en silence qu'on la traite d'intéressée et d'opportuniste. Il avait activement participé aux humiliations, faisant des remarques sur ses vêtements simples et son origine modeste. Maintenant, il apprenait qu'elle possédait une fortune qui rendait la richesse des Carvalho modeste. « Le savait-elle » demanda-t-il d'une voix à peine audible. « Pendant notre mariage, savait-elle pour cet héritage ?» Le docteur Ribeiro secoua la tête résolument. D'après les documents que nous avons analysés et les dates d'activation du trust, elle a eu accès à l'information récemment, probablement après le divorce. Apparemment, la mère a gardé les papiers pendant des décennies, attendant le bon moment pour les révéler.
Eduardo s'affaissa lourdement dans son fauteuil. Son visage était rouge de colère, d'humiliation et de quelque chose qui ressemblait à de la panique. Cela signifie que toutes ces années, pendant que nous la traitions pendant que nous remettions en question ses intentions financières, elle ne savait vraiment rien de sa véritable situation ? C'est exact. Elle a vécu toute sa vie d'adulte en se considérant comme une jeune femme d'origine modeste, fille d'une couturière, confirma l'avocat. Il y a une question urgente dont nous devons discuter, concernant les conséquences pratiques de cette situation. Le docteur Ribeiro ouvrit un autre dossier, encore plus épais. En tant qu'actionnaire à 35%, Fernanda Montenegro a un droit de veto sur les décisions importantes de l'entreprise. Elle peut influencer la direction des affaires, exiger des changements dans la gestion, demander un audit complet des finances ou même initier des processus de réorganisation d'entreprise. La prise de conscience du pouvoir que Fernanda détenait désormais sur leur vie s'abattit sur les Carvalho comme un tsunami dévastateur. Pendant des années, ils s'étaient comportés comme s'ils lui étaient supérieurs moralement et financièrement, la traitant comme une profiteuse indésirable dans leur famille. Maintenant, ils apprenaient qu'ils dépendaient entièrement de la clémence de la femme qu'ils avaient systématiquement rejetée et humiliée. « Que veut-elle » demanda Béatrice d'une voix tremblante et désespérée. « A-t-elle déjà communiqué des exigences, menacé d'interférer dans les affaires ? Il n'y a pas encore de communication officielle de sa part, répondit prudemment le docteur Ribeiro. Mais je dois avertir la famille, envisager une approche extrêmement diplomatique. Étant donné la façon dont elle a été traitée pendant le mariage et surtout pendant le divorce, elle aurait des motifs plus que légitimes, disons, pour ne pas être très accommodante avec les intérêts de la famille. Le même jour, pendant que les Carvalho faisaient en tête et face à cette découverte dévastatrice, Fernanda était à sa première réunion officielle avec le conseil d'administration de Tekinovision, l'entreprise fondée par son père. La salle de conférence était moderne et sophistiquée, située au dernier étage d'un immeuble d'affaires prestigieux. Elle fut accueillie avec le respect et la déférence dus à l'actionnaire principal de l'entreprise. « Madame Montenegro », dit Carlos Mendonça, le président de l'entreprise, un homme d'une 60aine d'années avec une vaste expérience dans le secteur technologique. C'est un honneur de vous rencontrer enfin en personne. Votre père était un visionnaire exceptionnel et l'entreprise qu'il a fondée est devenue une référence nationale en matière d'innovation technologique. Fernanda écouta attentivement les présentations détaillées sur les projets en développement, les plans d'expansion internationale et surtout le solide programme de responsabilité sociale de l'entreprise. Il devint évident que Roberto avait exceptionnellement bien choisi les personnes pour gérer son héritage. C'étaient des professionnels hautement qualifiés qui partageaient sa vision, utiliser la technologie pour améliorer la société. Je voudrais proposer une expansion significative du programme éducatif de l'entreprise, dit Fernanda quand vint son tour de parler. Je veux créer un fonds spécial pour les écoles publiques en situation de vulnérabilité, offrant une infrastructure technologique complète, des bourses complètes, des programmes de formation pour les enseignants et un soutien psychopédagogique pour les élèves. Les yeux de Carlos s'illuminèrent en un enthousiasme sincère. C'est exactement le type d'initiative que votre père aurait soutenu sans hésitation. Quel budget initial envisagez-vous pour ce projet ambitieux ? Pour commencer, 8 millions de réaux par an, répondit calmement Fernanda, observant les expressions d'approbation et d'admiration autour de la table. Je veux que le premier bénéficiaire soit l'école publique Dom Pedro, où je travaille actuellement comme enseignante. Pendant ce temps, en fin d'après-midi, dans le modeste appartement où vivait Fernanda, le téléphone sonna. C'était le docteur Ribeiro, l'avocat de la famille Carvalho. Il parlait avec une politesse excessive, essayant de masquer le désespoir, et demandait une réunion urgente pour discuter de questions commerciales d'intérêt mutuel pouvant bénéficier à toutes les parties impliquées. Fernanda écouta la demande avec un sourire à peine perceptible, mais satisfait. Elle savait exactement ce qui s'était passé. Les Carvalho avaient enfin appris qui elle était vraiment. L'ironie de la situation ne lui avait pas échappé. Les mêmes personnes qui l'avaient rejetée, la jugeant indigne de leur classe sociale, devaient maintenant implorer humblement sa bonne volonté et sa coopération. « Dites au docteur Ribeiro que j'accepte la réunion », répondit-elle calmement et de manière calculée. « Mais elle aura lieu ici, à l'école où je travaille, pendant ma pause déjeuner. Si la famille Carvalho souhaite vraiment me parler, ils devront venir dans mon environnement et respecter mon emploi du temps. » L'heure était venue de montrer aux Carvalho que la femme qu'ils avaient sous-estimée et humiliée contrôlait désormais bien plus qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Mais contrairement à ce qu'ils pouvaient craindre, Fernanda ne prévoyait pas d'utiliser son pouvoir pour une vengeance mesquine. Elle avait des plans bien plus vastes et nobles pour son héritage. Des plans qui honoreraient véritablement la mémoire et les valeurs de Roberto Montenegro.
La réunion promettait d'être extrêmement intéressante, mais cette fois, c'est elle qui dicterait les conditions, le ton et les règles de la conversation. Le matin de la réunion fut gris, comme si le ciel lui-même anticipait la tension à venir. Fernanda arriva à l'école publique Dom Pedro plus tôt, préparant la salle des professeurs où elle recevrait les Carvalho. Elle avait choisi cet endroit intentionnellement. Une pièce simple avec du mobilier scolaire de base, des affiches éducatives au mur et l'odeur caractéristique de craie et de livres qui définissait sa nouvelle vie. À 11h30, une Mercedes-Benz noire se gara devant l'école. De la fenêtre, Fernanda observait Eduardo, Béatrice et Ricardo sortir du véhicule, manifestement mal à l'aise dans cet environnement. D'autres voitures de luxe arrivèrent, le docteur Ribeiro dans sa BMW, suivi de 2 autres avocats et d'un comptable. C'était une délégation impressionnante pour une rencontre avec une simple institutrice. L'institutrice Hélène accueillit les visiteurs à l'entrée, conservant une politesse professionnelle malgré l'évidente différence de statut social. « L'institutrice Fernanda vous attend dans la salle de réunion », dit-elle en guidant le groupe à travers les couloirs de l'école. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle, Fernanda se tenait près du bureau, vêtue des mêmes vêtements simples que la famille Carvalho avait toujours critiqués. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une assurance tranquille qui n'existait pas durant son mariage. Elle ne se leva pas pour les saluer, se contentant d'un signe de tête en indiquant les chaises d'école inconfortables. « Merci d'être venu sur mon lieu de travail », dit calmement Fernanda, observant Béatrice plisser le nez en s'asseyant sur une chaise en plastique. « Je suppose que vous avez récemment appris des informations intéressantes. » Eduardo s'éclaircit la voix, luttant visiblement pour trouver les mots justes. Pendant des décennies, il avait dirigé des réunions d'affaires, intimidé des concurrents et dominé les conversations. Mais ici, dans cette pièce modeste, face à une femme qu'il avait méprisée, il se sentait totalement désarçonné. « Fernanda, commença-t-il, se forçant à adopter un ton respectueux. Nous voudrions clarifier certains malentendus concernant votre situation financière. » « Un malentendu ?» Fernanda inclina la tête, un sourire à peine perceptible, effleurant ses lèvres. « Quel genre de malentendu, Eduardo ?» L'utilisation du prénom sans le formel « Señor Carvalho » qu'elle utilisait toujours auparavant ne passa pas inaperçue. C'était une démonstration subtile que la dynamique de pouvoir avait complètement changé. Béatrice remua inconfortablement sur sa chaise. « Ma chère, si nous avions su pour votre héritage familial, tout aurait été différent. Il y a eu un grand malentendu de notre part. » « Un malentendu ?» Fernanda répéta le mot lentement, le savourant. « Vous m'avez traité d'opportuniste intéressé. Vous avez dit que je n'étais pas digne de la famille Carvalho. Béatrice a même dit que ma mère était une honte parce qu'elle n'était qu'une simple couturière. C'était un malentendu ?» Le silence qui suivit fut pesant. Le docteur Ribeiro tenta d'intervenir diplomatiquement. « Madame Montenegro, nous comprenons que des mots malheureux ont été prononcés par le passé, mais maintenant que nous connaissons la véritable situation, nous aimerions établir un dialogue constructif. » La véritable situation ? Fernanda se leva, s'approchant de la fenêtre donnant sur la cour de l'école où les enfants jouaient pendant la récréation. « La véritable situation est que vous m'avez jugé exclusivement sur mon apparente situation financière. Vous ne vous êtes jamais interrogé sur mon caractère, mes valeurs ou mon amour pour Ricardo. Vous avez simplement décidé que je n'étais pas assez riche pour faire partie de la famille. » Ricardo, qui était resté silencieux depuis leur arrivée, prit enfin la parole. « Fernanda, nous nous sommes trompés. Puis-je l'admettre maintenant ?» Elle se tourna pour le regarder, et pendant un instant, les autres personnes présentes dans la pièce disparurent. « Tu t'es trompé, Ricardo ? Ou as-tu enfin appris que je pèse 87 millions de réés ?» La question trancha comme une lame. Ricardo baissa les yeux, incapable de répondre. « Laissez-moi vous raconter une histoire, » poursuivit Fernanda en se rasseyant. « Durant notre mariage, votre mère a dit que je devrais être reconnaissante de vivre un style de vie au-dessus de ma condition. Votre père a suggéré que j'étais une opportuniste essayant de s'élever socialement par le mariage. Et toi, Ricardo, tu ne m'as jamais défendu, pas une seule fois. » Eduardo tenta de reprendre le contrôle de la conversation. « Fernanda, nous comprenons votre rancœur, mais nous devons maintenant penser à l'avenir. Vous détenez une part significative de notre entreprise. » 35%, coupa-t-elle. Pour être précise. « Oui, et cela fait de nous des partenaires commerciaux, » poursuivit Eduardo, forçant un sourire. « Nous croyons que nous pouvons travailler ensemble pour un bénéfice mutuel. » Fernanda éclata de rire. Le son résonna étrangement dans la pièce tendue. « Partenaires ? Vous voulez être mes partenaires maintenant ?» Le docteur Ribeiro ouvrit un dossier contenant des documents. « Nous avons préparé quelques propositions qui pourraient vous intéresser. Premièrement, une offre de rachat de vos actions à un prix nettement supérieur à celui du marché. »« Combien ?» demanda directement Fernanda. «
115 millions de réés, répondit l'avocat, s'attendant à une réaction de surprise qui ne vint pas. 115 millions pour des actions qui en valent davantage et qui me donneraient le contrôle à vie de votre entreprise? Fernanda secoua la tête. Pensez-vous vraiment que je sois aussi naïve? Béatrice se pencha en avant, essayant d'adopter un ton maternel qui sonnait faux. Ma chère, nous savons que vous avez toujours été une personne bonne. Nous ne croyons pas que vous vouliez nuire à l'entreprise ou à notre famille. Nuire? Fernanda fronça les sourcils. Pourquoi supposez-vous que je veux vous nuire? Eh bien, étant donné comment tout s'est terminé entre vous, murmura Ricardo, il serait compréhensible que vous gardiez de la rancune. Fernanda se leva à nouveau, cette fois pour s'approcher d'une étagère de manuels scolaires. Vous ne me connaissez vraiment pas, n'est-ce pas? Même après 5 ans de vie commune. Elle prit un livre de littérature et le feuilleta nonchalamment. Vous savez ce que j'ai découvert en travaillant ici? Qu'il existe des enfants géniaux, brillants, qui n'auront jamais d'opportunité parce qu'ils sont nés au mauvais endroit, dans la mauvaise famille, avec la mauvaise couleur de peau ou sans assez d'argent. Eduardo fronça les sourcils, ne comprenant pas où elle voulait en venir. Mon père a laissé cet argent avec un objectif précis, poursuivit Fernanda, pour changer le monde en mieux, et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. C'est admirable, dit Béatrice avec prudence, mais nous ne comprenons toujours pas quelle est votre proposition concernant la situation de l'entreprise. Fernanda sourit, cette fois avec un amusement sincère. Ma proposition? Vous supposez que j'ai besoin de faire une proposition. Le docteur Ribeiro s'éclaircit la gorge nerveusement. Madame Montenegro, en tant qu'actionnaire minoritaire, bien que significative, vous avez des limites légales quant à la manière dont vous pouvez influencer la gestion. Minoritaire? L'interrompit Fernanda. Avez-vous bien vérifié vos calculs? Le comptable Paolo Mendes parcourut rapidement ses papiers. Vos 35% constituent le plus grand paquet individuel, mais la famille Carvalho détient collectivement toujours la majorité. 52%, termina Fernanda. Je sais, mais vous avez oublié quelque chose d'important. Elle se dirigea vers son sac et en sortit un dossier. Hier, j'ai finalisé l'acquisition de 15% d'actions supplémentaires auprès de petits actionnaires qui étaient les prêts à vendre à un prix juste. Le silence dans la pièce devint absolu. Même le bruit des enfants dans la cour sembla s'estomper. Exactement 50%, annonça calmement Fernanda. Une égalité technique. Mais il y a une clause intéressante dans les statuts de l'entreprise que vous avez manifestement oubliée. Le docteur Ribeiro feuilletait fébrilement les documents de l'entreprise. Quelle clause? En cas d'égalité des parts entre actionnaires, la voix décisive revient à l'actionnaire qui a apporté la plus grande croissance financière à l'entreprise au cours des 12 derniers mois, expliqua Fernanda, s'étant visiblement préparée pour ce moment. Vous pouvez vérifier, mes brevets technologiques ont généré plus de revenus pour Carvalho Importation, grâce à des partenariats stratégiques que n'importe quelle autre source individuelle. La réalisation frappa tout le monde simultanément. Fernanda n'était pas seulement une actionnaire importante, elle avait le contrôle effectif de l'entreprise. Cela signifie que, commença Eduardo la voix tremblante, que je suis la nouvelle présidente directrice générale de Carvalho Importation, confirma sereinement Fernanda. Félicitations. Désormais, vous travaillez pour moi. Le choc dans la pièce était palpable. Eduardo devint totalement pâle. Béatrice s'accrochait aux perles de son collier comme si c'était son unique salut, et Ricardo semblait avoir cessé de respirer. Le docteur Ribeiro parcourait désespérément les statuts, cherchant une issue juridique qui n'existait manifestement pas. Ce ne peut pas être vrai, balbutia Eduardo d'une voix tremblante. Notre famille a bâti cette entreprise sur des générations, et elle continuera d'être une entreprise Carvalho. Du calme, dit Fernanda, surprenant tout le monde. Je ne suis pas intéressée par la destruction de ce que vous avez construit. En fait, j'ai des plans bien plus ambitieux. Elle s'assit de nouveau, prenant cette fois clairement le contrôle de la réunion. Docteur Ribeiro, pouvez-vous expliquer à la famille qu'en tant que nouvel actionnaire de contrôle, je peux maintenir la direction actuelle ou apporter des changements à ma discrétion? L'avocat hocha la tête à contre-cœur. Techniquement, oui. Vous avez le droit de remplacer le conseil d'administration, de changer la politique opérationnelle, de rediriger les investissements. Que veux-tu de nous? Interrompit Ricardo, retrouvant enfin sa voix. Pendant un instant, son regard s'adoucit en le regardant. Ce que j'ai toujours voulu, Ricardo. Du respect, de la dignité et la reconnaissance que la valeur d'une personne ne se mesure pas à la taille de son compte en banque. Béatrice, essayant de garder un minimum de contenance, demanda « Et que comptez-vous faire de l'entreprise ?» Fernanda ouvrit son dossier et en sortit un document détaillé. Carvalho Importation sera transformée en la plus grande entreprise de responsabilité sociale du pays. Nous créerons une fondation éducative qui offrira des bourses complètes pour les jeunes à faible revenu. Nous construirons des écoles dans les communautés défavorisées.
Nous développerons des programmes de formation professionnelle. Eduardo fronça les sourcils. Cela coûtera des millions. 20% des bénéfices annuels seront consacrés aux projets sociaux, poursuivit Fernanda imperturbable. Et avant que vous ne doutiez de la viabilité, mes conseillers financiers ont confirmé que c'est non seulement durable, mais que cela augmentera la valeur de l'entreprise grâce aux avantages fiscaux et à la responsabilité corporative. Le docteur Ribeiro étudiait les documents avec une surprise grandissante. Ce plan est exceptionnellement bien structuré. Mon père m'a appris que la richesse sans but n'est que des chiffres vides, expliqua Fernanda. L'entreprise restera rentable, mais elle sera désormais aussi une force de transformation sociale. Ricardo se pencha en avant. Et quel sera notre rôle dans tout ça ? Fernanda l'étudia. Cela dépend de vous. Je peux conserver la structure administrative actuelle avec Eduardo comme directeur exécutif et toi comme directeur des opérations, ou je peux amener une toute nouvelle équipe. Quelles conditions poseriez-vous ? Demanda Eduardo, essayant visiblement d'évaluer ses options. Premièrement, tout comportement discriminatoire sera immédiatement sanctionné, y compris les préjugés sociaux, raciaux ou économiques, dit fermement Fernanda. Deuxièmement, l'embauche sera basée sur le mérite, et non sur les liens familiaux ou le statut social. Troisièmement, vous participerez activement aux programmes sociaux de l'entreprise. Béatrice semblait perplexe. Participer comment ? Béatrice, vous organiserez les événements caritatifs et visiterez régulièrement les écoles que nous soutiendrons. Eduardo, vous serez le mentor de jeunes entrepreneurs issus de communautés défavorisées. Ricardo, LR hésita, le regardant droit dans les yeux. Tu coordonneras le programme de bourse. Et si nous refusons ? Demanda Eduardo, bien que sa voix indiquât qu'il connaissait déjà la réponse. Alors vous serez remplacé par des personnes qui partagent cette vision de la responsabilité sociale, répondit simplement Fernanda. Le choix vous appartient. Un long silence s'installa pendant que la famille de Carvalho assimilait ses options limitées. Fernanda, dit finalement Ricardo, puis-je te poser une question personnelle ? Elle hocha la tête. Est-ce que tu nous hais pour tout ce que nous avons fait ? La question prit tout le monde au dépourvu. Fernanda ferma les yeux un instant, comme si elle consultait ses émotions profondes. « Non, Ricardo, je ne vous hais pas, » dit-elle doucement. Pitié serait un mot plus exact. Pitié que vous ayez perdu 5 ans à découvrir une personne qui vous aimait vraiment. Pitié que vous ayez choisi les préjugés au lieu de l'humanité. Mais de la haine, je n'ai pas l'énergie de me gaspiller dans la haine. Béatrice commença à pleurer doucement. « Fernanda, nous nous sommes tellement trompés. » Oui, vous vous êtes peu trompé, convint Fernanda, mais sans cruauté. Mais tout le monde commet des erreurs. La différence réside dans la façon dont nous choisissons de les gérer ensuite. Eduardo, qui était resté silencieux plusieurs minutes, prit enfin la parole. Si nous acceptons vos conditions, quelle sera la nature de notre relation ? Professionnelle, répondit Fernanda. Nous sommes une famille. Techniquement, nous étions une famille, corrigea Fernanda. Maintenant, nous sommes collègues de travail, et si vous prouvez que vous avez appris quelque chose de cette expérience, peut-être pourrons-nous construire une relation basée sur le respect le mutuel. Le docteur Ribeiro, toujours pragmatique, demanda « Quand ces changements entreront-ils en vigueur ?» « Immédiatement », répondit Fernanda en lui tendant une série de documents. « Les documents de transfert de contrôle sont déjà prêts. Vous avez jusqu'à demain pour décider. Acceptez-vous les nouvelles conditions ou préférez-vous que je fasse venir une direction externe ?» Ricardo se leva, s'approchant de la fenêtre où Fernanda s'était tenue plus tôt. « Puis-je demander ce qui se serait passé si nous t'avions traité avec respect dès le début ?» Fernanda sourit tristement. « Nous serions probablement encore mariés, élevant des enfants et construisant une belle vie ensemble. J'aurais appris pour l'héritage de la même manière, mais nous l'aurions utilisé pour créer quelque chose d'encore plus grand, en famille. Et maintenant ?» demanda-t-il, la voix pleine de remords. « Maintenant, vous avez la chance d'apprendre que la dignité et la bonté valent plus que l'argent. Si vous saisissez cette opportunité, vous découvrirez peut-être qu'aider les autres peut être plus gratifiant que n'importe quel gain financier. » Béatrice se leva et s'approcha timidement de Fernanda. « Puis-je vous prendre dans mes bras ? Je sais que je ne le mérite pas, mais... » Fernanda n'hésita qu'un instant avant d'accepter l'étreinte. Lorsqu'elles se séparèrent, elles avaient toutes deux les larmes aux yeux. « Merci de nous donner une seconde chance, » chuchota Béatrice. « Je promets que nous serons différents. »« Ne me le promettez pas, » dit Fernanda. « Promettez-le à vous-même et à toutes les personnes que vous aiderez désormais. » Eduardo s'approcha, tendant formellement la main. « Madame Montenegro, j'accepte vos conditions et je vous demande pardon pour l'homme que j'ai été. » Fernanda serra fermement sa main. « Excuse acceptée, Eduardo, mais souvenez-vous, les actes sont plus éloquents que les mots. » Lorsque tous les documents furent signés et que la réunion s'acheva, Ricardo resta dans la pièce tandis que les autres sortaient bon.
Fernanda, dit-il quand ils furent seuls, y a-t-il une possibilité de recommencer, en tant que personne différente? Elle l'étudia longuement. Ricardo, tu n'es pas tombé amoureux de moi. Tu es tombé amoureux de l'idée de te rebeller contre tes parents. Quand la pression est devenue trop forte, tu as choisi leur approbation au lieu de notre amour. Mais maintenant tu as appris que je suis riche. Elle interrompit doucement sa tentative de protestation. Cela ne change pas qui tu es à l'intérieur. Ricardo baissa la tête. Donc, il n'y a pas d'espoir pour nous? L'espoir est ce que tu deviennes l'homme que je pensais que tu étais quand nous nous sommes rencontrés, dit Fernanda en prenant son sac. Quand tu apprendras à apprécier les gens pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils possèdent, peut-être trouveras-tu une femme qui t'aimera vraiment. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Et Ricardo, traite-la mieux que tu ne m'as traité. Des mois plus tard, la transformation était évidente. L'école publique Don Pedro était devenue un modèle national d'éducation publique, doté de ressources de pointe et d'enseignants qualifiés. Fernanda continuait d'enseigner, désormais dans l'école qu'elle avait elle-même révolutionnée. Cabea en Solos Carvalho Importations était devenue une référence en matière de responsabilité sociale et, ironie du sort, ses bénéfices avaient augmenté grâce à la reconnaissance publique et aux partenariats stratégiques. Eduardo s'était découvert une passion inattendue pour le mentorat. Béatrice était devenue l'une des principales organisatrices d'événements caritatifs de la ville, et Ricardo apprenait lentement à apprécier les gens pour leurs qualités humaines. Un vendredi après-midi, Fernanda était dans son bureau au sein de l'entreprise, un espace modeste qu'elle avait choisi intentionnellement lorsqu'elle reçut un appel de son oncle Augusto. « Fernanda, j'ai une nouvelle dont ton père serait fier, dit-il d'une voix chaleureuse. La fondation éducative que tu as créée vient d'être reconnue par l'UNESCO comme un projet modèle pour d'autres pays. » Fernanda sourit en regardant par la fenêtre la ville qu'elle aidait à transformer. Papa disait toujours que la véritable richesse réside dans le nombre de vies que nous pouvons améliorer. Et tu en as amélioré des milliers, ma chère, des milliers. En raccrochant, Fernanda prit la photo de Roberto qu'elle gardait sur son bureau. « Merci, papa, de m'avoir appris que la dignité ne s'achète pas, mais se gagne, et que la meilleure vengeance contre les préjugés est de prouver que la bonté gagne toujours. » Dehors, les élèves de l'école jouaient dans la cour rénovée. Des enfants qui avaient désormais de réelles opportunités de changer leur propre vie. Et quelque part en ville, la famille Carvalho apprenait jour après jour que respecter les gens est bien plus gratifiant que de les juger. L'humiliation s'était transformée en rédemption, et la rédemption en espoir pour des milliers d'autres personnes.